qu'est-ce qui vous plaît dans l'innovation dans le sport? C'est un domaine où on sent qu'on œuvre pour quelque chose où il y a une émotion qui n'existe nulle part. Une entreprise qui n'innove pas, c'est une entreprise qui va mourir. Là, nous allons passer à la rubrique de la première mi-temps. Dans cette rubrique-là, c'est un peu des questions qui vont être animées par moi et Baptiste, où on va vous donner des questions ouvertes, qui sont forcément en lien avec vos activités, avec l'actualité de la Sportec, et aussi, je dirais, l'écosystème autour de l'entrepreneuriat dedans. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est, alors, qui a envie de démarrer se lance sur la question. Il n'y a pas forcément de question qui est attitrée à soit Omar ou à Claire. Je vous laisse ouvert. Donc la première question, c'est de savoir qu'est-ce qui vous plaît en fait dans l'innovation dans le sport concrètement. On va se regarder. Je commence du coup. Okay. Déjà, qu'est-ce qui plaît dans le sport avant de parler de la partie innovation? J'y ai pensé bien sûr pendant les Jeux, mais aussi quand le PSG a gagné. En fait, quand je travaillais en audit financier avant et que je certifiais les comptes d'une boîte et que voilà, si par exemple on avait trouvé pas d'écart sur la révision de la norme IAS 19 en IFRS, voilà, les gens descendaient pas dans les rues, super contents parce qu'on a certifié les comptes de la boîte. Enfin, il n'y avait pas ça. Alors que le sport, quand même, c'est un domaine où on sent qu'on œuvre pour quelque chose où il y a une émotion qui n'existe nulle part. Ouais. Et surtout, c'est quelque chose qui est bon pour la santé. Donc l'innovation en tant que telle, dans le sport, c'est tellement varié et tellement divers que cette combinaison de sentir qu'on travaille dans un secteur où ça touche directement l'émotionnel et la santé, c'est ça qui m'anime aujourd'hui pour... c'est pour ça que ça fait 10 ans que je suis dans le secteur de l'innovation et du sport. D'accord. Oui, c'est vrai qu'on est sur on œuvre à la fois effectivement dans le bien-être pour les personnes qui pratiquent à titre personnel, mais aussi pour, je dirais, les moments qu'on vit quand on est devant sa télé ou quand on est dans un stade. Le stade toulousain, par exemple. Par exemple, bien sûr. C'est juste un exemple. Tu veux partager peut-être tu veux compléter la question? Alors évidemment, je suis totalement d'accord avec Omar, mais moi, d'un point de vue personnel, quand je cherchais un travail dans ma vie, qu'est-ce que je voulais vraiment faire, c'est quoi ma passion, etc., je me suis rendu compte que c'était le sport. Parce que j'étais sportive, parce que j'aimais le sport. D'accord. Donc l'entrée est par le sport pour ma part. Et ensuite, quand j'ai regardé ce qui existait sur le marché, j'ai eu un déclic quand j'étais au Sport Up Summit, qui était en fait un moment où on se retrouvait pendant 3 jours et il y avait des start-upers qui étaient dans des groupes et il y avait des personnes mentors autour. Et pendant 2 jours, on les aidait. Et en fait, je me suis rendu compte que dans le sport, il y avait une bienveillance, déjà, parce que c'était la thématique Sport Up Summit, sport, innovation, tout simplement. Il y avait une bienveillance des mentors qui allaient les aider pour répondre à des enjeux dans le sport. D'accord. Et là, je me suis dit, mais l'innovation, en fait, il y a un avenir à la fois bienveillant et à la fois, il se passe des choses. Okay. Il y a besoin, en fait. Il y a de la matière à. D'accord. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais Claire, c'est dans l'innovation, dans le sport que tu veux travailler. Okay. Et donc, les deux sont arrivés à un moment où tout était passion. Et c'est aujourd'hui de la passion, faut être honnête. Et l'innovation, je pense que c'est quand même, pour le sport, un terrain d'expression et d'expérimentation où on peut expérimenter très facilement, si je peux me permettre du mot facilement, parce qu'on peut aller très vite vers un amateur et lui dire est-ce que tu peux tester ça ? T'en penses quoi ? Dans la fan engagement, tu peux te dire, dans un stade, tu testes sur un petit pôle de 10 personnes, regardez, vous aimez ça ? Oui, non. Il y a beaucoup ce côté où tu apprends très rapidement de ce que tu lances en version 1, 2, 3 ou 4. VS dans d'autres sports où il y a beaucoup plus d'échelons à passer pour se dire, finalement, je peux expérimenter. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des freins. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une vraie valeur ajoutée pour les startups qui lancent des innovations dans le sport. Et la diversité du sport, où tu innoves, pour moi, c'est la base. Parce que dans d'autres secteurs, tu n'as pas autant. Dans la santé, c'est la santé. Oui. Dans la finance, c'est la finance. Enfin, c'est quand même des secteurs où, dans le sport, tu peux tout trouver. C'est un panel de ce que tu aimes, tu vas dedans. Oui, c'est clair. Oui, d'accord. J'aimerais vous parler un petit peu du modèle tripartite. En fait, il y a une start-up, il y a un partenaire qui est généralement une entreprise qui va être plus évoluée. On va prendre l'exemple d'Orange qui est par exemple très actif. Il n'y a pas de publicité pour Orange. Et derrière l'institution.
le club par exemple, ou une ligue, une fédération. Ce modèle tripartite est je dirais un vecteur en fait, qui permet d'accélérer à la fois la digitalisation et également aussi le développement de ces startups. Est-ce que vous, au travers des startups et au travers des projets que vous avez pu voir, est-ce que c'est quelque chose qui a fonctionné, notamment en plus avec, je dirais, sur la partie... okay. Qu'est-ce que vous pouvez donner un petit peu sur ce modèle-là ? Qu'est-ce que vous en pensez en fait ? On a beaucoup travaillé sur des projets tripartites au jeu, mais je laisserai Omar en parler sur ces projets-là. Moi, à côté, il y a 2 points. Le premier point qui est très drôle en posant cette question, c'est que j'ai fait une mémoire-thèse sur le modèle tripartite de co-innovation quand j'étais à la Toulouse School of Economics en économétrie, et donc comment travailler entre start-up, entreprise, mais la troisième, ce n'était pas du tout ce que tu disais, c'était le pratiquant, la cible finale. Ah d'accord, ok. Et donc, c'est pas la même tripartite, mais du tout. L'idéal, c'était pour la startup de comprendre vraiment si tu réponds aux besoins de ton client de demain. C'est la base. Et donc, j'avais créé un modèle de co-innovation, donc je vous invite, si vous voulez, aller voir. C'est marrant parce que c'est pile poil dans cette thématique. Mais par rapport à cette tripartite-là, j'ai appris beaucoup de ce modèle-là que j'avais écrit. Et aujourd'hui, à travers la Sportech, on se rend compte que ce modèle tripartite, pour moi, il est très intelligent. Il marche très bien, mais il faut qu'il soit coordonné. Et surtout, il faut que derrière, les gens savent que ça existe, qu'ils se parlent. Et la communication aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on évolue dessus, en tout cas. On est sur un schéma constructif à avoir. Et sincèrement, on a des exemples aujourd'hui de startups qui ont travaillé avec des fédérations et avec des entreprises. Typiquement, un rematch Nike Fédé de foot. C'est une complémentarité qui a très très bien marché et qui continue à marcher. Mais d'autres sont beaucoup plus frileux et ça ne marche pas parce que la start-up n'a pas ciblé la bonne personne. D'accord. Et la Fédé n'a pas ciblé le bon besoin. Okay. Et donc, c'est là où il y a un travail à faire, je pense, de coordination et d'abord d'aller un audit, de comprendre et d'aller vers les bonnes personnes. Donc, le modèle tripartite est bien, mais il faut savoir vers qui et comment y aller. D'accord. Et aujourd'hui, beaucoup ne le savent pas. Ça marche. Alors, sur le modèle tripartite, j'ai un avis un peu... ça a démontré son fonctionnement dans plusieurs exemples. Déjà, au sein de la Sportech, il y a Decathlon qui travaille avec TrainMe. Il y a un certain nombre d'exemples de collaboration et même qui ont permis à des startups de devenir encore plus puissante et une force de frappe qui est plus importante et diversifier ce que font les grands groupes avec lesquels ils travaillent. Et pendant les jeux, ça nous a beaucoup aidé. Tu as cité l'exemple d'Orange. Orange, pendant les jeux, nous a beaucoup aidé sur le déploiement de solutions dont je ne peux pas citer le nom de start-up, malheureusement, sinon je risque de mourir dans d'atroces souffrances par les personnes qui travaillent sur la partie juridique. Tu seras épargné. mais typiquement, Orange nous a aidé à identifier, mais aussi à expérimenter dans des événements dans lesquels ils étaient sponsors, des solutions d'accessibilité, des solutions de compréhension des règles des sports, etc. Donc ça, c'était très, très, très bien. Mais il ne faut pas que les startups se disent que c'est la seule issue ou la seule voie à emprunter, parce que certaines réussites, en fait, ce qu'elles ont réussi à faire, c'est de développer un produit ou un service suffisamment attractif pour rendre le produit des grands groupes peu pertinent pour l'utilisateur final. D'accord. Et ça, c'est beaucoup plus gros, mais beaucoup plus difficile à faire pour les startups. Donc le modèle tripartite, bien sûr, très utile, très fonctionnel. Mais si le rêve est de faire beaucoup plus grand, généralement, c'est pas ça le... Oui, c'est plus un accélérateur. Pour moi, en fait, Exactement. Pour la startup, c'est un moyen de... je le vois comme ça. Je vais prendre l'exemple de la startup rennaise Oshi, qui est en partenariat avec Adidas, qui aujourd'hui a une communauté en fait, de sportifs qui va être forcément en lien
avec l'application de Oshi, qui est justement une appli qui permet en fait de faire attention de comment tu marches, enfin comment tu cours en fait, et de regarder, de vérifier à pas te blesser pour pouvoir courir en fait sans te blesser. Et ben du coup là je dirais que c'est un peu pas une relation tripartie, mais c'est une relation à deux. Ça fonctionne très bien aussi, mais c'est vrai que le fait d'avoir le soutien d'une organisation type un club, une fédération, ou même je dirais les Jeux Olympiques, enfin le comité d'organisation, c'est un vrai plus à mon sens quand tu veux démarrer, quand tu veux lancer. Effectivement, dans la phase de développement, c'est peut-être pas là où on va chercher en fait ce genre de modèle, mais effectivement pour moi ce modèle A3 est hyper intéressant parce que les fédérations aujourd'hui, enfin moi de mon regard externe et de pratiquant, je trouve qu'il y a un côté très archaïque de leur process, de leur digitalisation. On a vu qu'avec les Jeux Olympiques, on était capable de faire différemment. Et j'espère que les fédérations vont s'en inspirer. Parce qu'aujourd'hui, à part des fédés comme les sports qui sont les plus représentés, malheureusement, aujourd'hui, les autres fédérations, en termes d'innovation, de communication, il y a des adhérents, mais derrière, il n'y a pas cette connexion qui se fait, malheureusement. Et c'est pour ça que je trouve que ce modèle tripartite il est hyper intéressant dans le développement. On en a parlé dans les questions au début, on a parlé de la natation, qui pourrait être, je dirais, un peu plus innovant et tout. Ben, peut-être qu'on pourrait chercher à travailler sur ce modèle tripartite pour pouvoir aider la start-up. Toi, par exemple, je pense à la start-up que tu as citée, Poulon. Ben, tu mets Poulon avec la fédération et puis peut-être une autre marque je dirais de fabricants. Je vais prendre Arena parce que c'est celle qui me vient. Mais voilà, tu prends cette relation tripartite, tout de suite, c'est un vrai accélérateur à mon sens dedans. Donc, nous, clairement, pardon. Ouais, vas-y. Donc clairement, sans la force et la taille et l'expertise qu'a Orange, nous, certains des projets n'auraient pas été livrés pour les Jeux. Ils n'auraient pas eu la crédibilité pour être présents pour les Jeux au stade où ils étaient au moment des Jeux, ne serait-ce que même pour répondre à l'appel d'offres, tout simplement, les critères de sélection par rapport aux appels d'offres, etc., de la solidité des entreprises, certaines ne seraient pas passées. Maintenant, elles peuvent se le permettre parce qu'elles ont pu grandir après cette expérience, mais à la base, et voilà, quand il y a eu des fois des incidents, des problèmes, etc., Orange était là pour venir en soutien. Mais c'était le cas avec d'autres partenaires également. Je parle d'Orange parce qu'on a parlé de cet exemple. Pardon Claire, je t'ai coupé. Non, mais tu m'as fait une passe D en fait, donc c'était incroyable. Parce qu'il a parlé d'appel d'offres. Je prends le ballon de rugby. Et pour le coup, en parlant d'appel d'offres, je pense pour rebondir sur cette partie, nous aujourd'hui, il y a ce côté tripartite, tu peux faire fédé, partenaire et start-up, mais il y a aussi le côté fédé, start-up, entreprise, grands événements sportifs. Et en fait, c'est pas la même chose. C'est un peu la même histoire, mais c'est pas la même chose. Carrément. Parce que aujourd'hui, et comme le dit Omar, il y a des contraintes dans les appels d'offres qui font que des startups toutes seules ne peuvent pas y répondre. C'est pas possible. Elles sont trop petites. Ouais. Et donc, dans ce cas-là, il faut essayer de travailler dans l'autre sens. Et c'est pas elles qui ne veulent pas, c'est qu'elles ne peuvent pas. Donc c'est à nous, nous, je dis État, grande entreprise, asso, pour essayer de lobbyer et changer les choses. Et dans les appels d'offres, notre objectif maintenant, avec la Sporttech, c'est d'intégrer des critères innovation dans les appels d'offres. Et donc l'innovation est adaptée évidemment à l'appel d'offres qui est lancé. Donc si c'est on recherche une solution pour dans les stades des fans d'expérience, le critère l'innovation sera en lien avec un outil qui pourrait être innovant au service de ça évidemment. Et donc ça permettrait en fait d'arriver, et notamment en groupe, avec un grand groupe, un Orange ou un autre, et une start-up, un Orange qui répond à la haut, il ne pourra pas répondre à la hausse s'il n'a pas ça. Point de vue technique. Et il vient chercher la start-up. D'accord. Et c'est là où on essaye d'y travailler. On a expérimenté avec Omar en 2020 avec Sodexo, je me rappelle de l'appel d'offres que vous avez écrit exprès. Et donc Sodexo était arrivé avec une solution innovante pour différentes thématiques dans le village. Et là, c'est ça qu'on aimerait faire de manière beaucoup plus régulière et que ça devienne une norme plutôt qu'autre chose. Et ça, c'est un point en tout cas qu'on porte maintenant avec la Sporttech. On a été voir le gouvernement et ça prend. Il y a des choses qui prennent et ils nous ont même dit que les critères d'innovation pour les prochains EJ dans les subventions de l'État seraient pris en compte. Et dans les appels d'offres, on a rencontré la Solidéo il y a 2 semaines, donc Solidéo 2030, ceux qui font toutes les infrastructures des Jeux. Ils nous ont dit, là on lance les AO, donnez-moi les startups que vous avez.
appel d'offres. D'accord. Et en fait, donnez-moi les startups et nous, on va voir ce qui existe sur le marché pour voir comment on les intègre dans les critères d'AO. D'accord. Et ça, c'est des démarches. Voilà. Donc ça, je pense que c'est un point important à prendre en compte, que le modèle tripartite, en fait, il est déclinable sur différents tripartites en intégrant toujours la startup au centre de l'action. D'accord. Et le CNOSF, quand tu en parlais, on fait des événements startup fois CNOSF. Un matching dédié. Yes. Et avant, startup candidate, je sais quoi que je propose. Fédé, c'est quoi mon besoin. On a fait ça en début d'année. Pendant 2 heures, on avait une partie qui était introductive de belles performances tripartites entre 3 startups, entre 3 organisations. 3 exemples avec chacun 3 modèles tripartites. D'accord. Et après, on avait un moment de networking qui était créé en avance. Ok. Et on avait fait des matchings. Et ils tournaient. Yes. Ils avaient 10 minutes pour parler avec chacun. D'accord. Et ça, en fait, c'est le rêve d'une startup. Oui, en 1 heure, tu rencontres 10 fédés. Ah bah oui. Et là, le ROI, il est... Retour sur investissement. Très je parle Leclerc. et je blaguais sur le fait que j'allais mourir dans d'atroces souffrances si je dévoilais les trucs. C'est juste, j'explique que c'est parce qu'on ne peut pas citer les marques non partenaires des jeux. Il n'y a pas d'inquiétude. Une clause de confidentialité. Oui, bien sûr. Yes. C'est très marrant parce que mes questions qui sont sur la suite sont justement sur l'effet des commandes groupées, qui à mon sens est vraiment un vrai levier pour les startups, le fait d'être sur comme tu l'as dit, de pouvoir regrouper peut-être plusieurs startups, pas forcément une entreprise qui est établie, mais ça peut être aussi plusieurs startups. On avait eu cet échange avec Jules, où par exemple dans le paddle, dans l'écosystème des startups, tu as une personne qui s'occupe des terrains, tu as une personne qui fait les raquettes connectées, puis tu as une autre personne qui va faire l'appli en fait. Donc là, on est derrière vraiment sur 3 startups qui ont un écosystème complémentaire. Et donc du coup, cette start-up, ces commandes groupées, en fait, à travers les institutions, ça inciterait aussi, ça rejoint en fait un petit peu. Donc je ne vais pas la poser cette question, mais par contre la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que selon vous, pour une start-up, vaut mieux privilégier un financement public, un financement privé, ou les deux ? Moi, je pense ça dépend à chaque fois du cas de figure. Profiter des aides existantes en France d'un point de vue financement public, c'est quand même une force qu'on a ici sur laquelle il faut profiter. Bien sûr, ça peut être lourd d'un point de vue administratif, mais de toute façon, une levée de fonds privée, c'est pas... c'est pas comme dans Shark Tank ou machin, et ça passe. Non, c'est très long aussi, très laborieux. Donc un peu les deux, et de toutes les façons, pour renforcer cette partie-là, faut pas se focaliser toute sa vie comme en objectif de se dire il faut lever des fonds. C'est pas une fin en soi pour un entrepreneur de lever des fonds, parce que de toutes les façons, quand on génère un chiffre d'affaires et qu'on montre une attractivité du produit ou du service qu'on est en train de développer, c'est là qu'on a des chances de lever plus ou de lever avec le moins de dilution possible si on parle de levée privée, et on rentre dans des catégories différentes dans les fonds publics quand on a un chiffre d'affaires plus important. Donc fonds publics ou fonds privés, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Je sais pas si Claire, toi tu as un avis sur privilégier une voie plus que l'autre, à part la facilité de la partie étatique, la facilité qui existe en France pour aider ou avoir des prêts à taux intéressants. Mais vas-y. Moi je pense que c'est un mix intelligent. Et je pense que l'analyse se fait chronologique aussi, potentiellement. C'est-à-dire qu'au début, les subventions publiques, en fait, je pense que ça peut permettre d'aider, de tester, d'expérimenter, de commencer. Je sais pas comment je commence, j'y vais comme ça, je teste mon produit, j'ai un budget qui est un petit peu alloué. Ouais. Et après, quand tu veux scaler, c'est là où tu passes au privé. Je pense que c'est plus chronologique, l'utilisation privée-publique, mais je pense que les deux ont leur valeur ajoutée. Au moment où tu en as envie, il faut que tu fonces. Il n'y a pas de règles. C'est clairement une partie où je me dis, le fonds public, tu n'es pas aidé, on te donne l'argent, puis après, tu te débrouilles. Mais par contre, le fonds privé, alors j'ai pas trop d'expérience parce que j'ai pas moi monté ma boîte, mais je pense que le privé, tu as un peu plus d'accompagnement d'un point de vue, je m'y engage, donc derrière, je vais peut-être avoir un peu un mentor. T'as des jalons en fait. Et t'as plusieurs jalons. T'as un objectif de résultat, je veux dire. Voilà, donc tu te sens plus impliqué dedans.
Totalement. Voilà. Je pense que oui. Mais donc c'est un aide aussi. Ça veut dire que c'est une personne humaine autour de toi qui va se lancer avec toi dans l'aventure. Oui, je pense que ça va dépendre vraiment aussi des partenaires, des partenaires privés. Bah, bien sûr. Tu as des gens qui sont juste là pour mettre de l'argent, tu as des gens qui sont là qui veulent un retour financier. Exactement. Tu as des gens qui vont être beaucoup plus impliqués. Donc ça, c'est vrai qu'il y a une différence des partenaires. Et moi, je vous rejoins en fait en fonction du développement de l'activité. C'est toujours mieux de commencer avec de commencer seul avant de commencer en fait avec des partenaires publics, privés. Et bien que les partenaires publics, maintenant, il faut quand même un apport minimum pour pouvoir justement se lancer. Donc la démarche est bonne en fait pour moi de démarrer dans un premier temps et de faire en sorte de développer son MVP, son offre, sa première offre en s'appuyant là-dessus et en itérant un maximum pour pouvoir après derrière aller chercher une levée de fonds plus importante. En tout cas, il ne faut pas rester sur les subventions publiques. Par contre, voilà. Ça, c'est la règle, je pense. On le voit bien même à travers dans le monde associatif. Aujourd'hui, toutes nos fédérations, nos clubs, la fragilité de certains clubs sportifs dans l'écosystème repose sur les droits TV. C'est quand même assez dangereux en fait, dans le sens où c'est quand même grave que dans le modèle économique du sport, on n'ait pas pris ça en compte et que beaucoup de fédés, enfin pas de fédés, mais beaucoup de clubs sportifs dépendent de ça. Et moi, je trouve que le parallèle entre le milieu associatif et le milieu entrepreneurial devrait être très proche parce qu'on entreprend aussi des actions qui sont totalement différentes. Mais derrière, on bénéficie un petit peu d'une béquille en France et ça, c'est à notre défaveur. C'est le retour de médaille, bien entendu. Mais c'est vrai que c'est hyper important. Ouais. Est-ce que du coup, on parle de subventions publiques et récemment, il y a eu pas mal de discussions autour des subventions dans le sport qui ont été réduites. Je ne sais plus, il me semble que ça a été finalement, il y a un petit retour en arrière sur la réduction. Est-ce que vous, ça impacte sur l'écosystème de la Sportec ou pas du tout ? Alors, on a de la chance d'être très bien soutenu par le ministère des Sports. Okay. On les remercie, honnêtement. On a une convention avec eux depuis 2 ans qu'on a renouvelée, qui nous ont renouvelé avec un budget presque aussi conséquent. Donc, réellement, on n'a pas été pris à court vis-à-vis de ce qui s'est passé. Okay. Donc, pour l'instant, j'ai envie de dire pour l'instant, on n'est pas totalement impacté, mais indirectement, on va l'être. Enfin, ça va arriver, et surtout pour l'année prochaine, où là, on est bon jusqu'à fin 25, début 26, et là, 26, on n'a pas de visibilité. Il n'y a pas de certitude. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais on va tout faire. Ouais. Yes. Mais justement, alors, on parle des entreprises et de la Sportec. Tu nous as bien présenté qu'aujourd'hui, il y a une vraie évolution au sein des Sportec. Selon toi, c'est quoi la principale force actuelle en fait, de ces entreprises qui sont au sein de la Sportec ? Alors, la principale force, c'est la diversité de ce qu'elle propose. D'accord. Dans tous les champs d'action dont on parlait précédemment, nous, on a quand même 5 grands piliers, mais il y a la pratique sportive, loisirs, sport santé. On a la pratique performance, donc au service de la tête, mais de la santé, autant que performer sur un terrain. On a la partie fan engagement. On a la partie métier aussi, gestion globale d'un club, toute cette partie gestion qui est importante, et les grands événements sportifs. Et aujourd'hui, on a des startups dans chacun de ces écosystèmes-là. Et cette richesse de diversité, c'est ça qui attire. Je pense sincèrement, c'est ça qui attire. Maintenant, dans cette diversité, il faut aussi, et c'est là où j'ai pris conscience à la suite des jeux, que quand on a intégré l'innovation au jeu, on n'a pas intégré l'innovation dans le sport. Mais réellement, on n'a pas du tout innové. Parce que le sport, c'est les fédérations internationales qui peuvent innover sur la pratique du sport ou tout ce qui tourne autour du sport. Ouais. Nous, on innovait, comme disait Omar, dans l'infrastructure, dans l'expérience plus globale, dans la restauration, enfin, que des sujets qui sont autour de l'événement, mais qui, en fait, c'est pas la Sportec qu'on pourrait penser. D'accord. Et là, quand je suis arrivée à la Sportec, je me suis rendu compte que c'est des startups qui sont dans le sport quand même, qui touchent le sport ou qui gravitent autour. Et c'est ça, je pense qu'aujourd'hui, cette diversité qu'il faut qu'on essaye d'enrichir encore plus, de faire comprendre que la Sportec, c'est pas seulement dans le sport en lui-même qu'on innove, mais au service du sport. Et donc ça intègre notamment les grands événements, ou événements sportifs tout simplement, parce qu'un club,
il a besoin de barrières, par exemple. Et c'est pas considéré dans le sport, c'est dans le côté infra ou utilisation que tu mets dans des barrières pour faire des chantiers. Oui, tout à fait. Voilà. Ok. Je peux ajouter quelque chose Bien sûr. Pour compléter parce que je suis d'accord. Je suis pas. Non, peut-être pas. Peut-être pas. Oui. Non, en fait, je suis d'accord avec la partie diversité, c'est pas ça, je voulais juste compléter, je pense, un autre point fort de la Sporttech aujourd'hui, c'est, outre la diversité et les 45% qui ont plus qu'1 million de chiffre d'affaires, c'est aussi le fait que beaucoup de ces startups-là existent depuis un moment. Ça veut dire qu'elles sont vivantes, qu'elles ont survécu. Il y en a qui sont de la première promo du tremplin, donc je pense à fin 2014, début 2015. Okay. Et donc, ça veut dire que c'est rassurant d'avoir des entreprises qui sont diversifiées, mais qui ont 10 exercices fiscaux qui sont là. Quoi. Voilà. Ouais. Et donc ça montre pour les nouvelles startups les plus jeunes, celles qui ont 1, 2, 3 ans d'existence, que en fait c'est un secteur qui fonctionne, c'est un secteur dans lequel bien sûr il y en a qui sont mortes, mais il y en a qui sont là depuis un moment, et ça c'est très rassurant, je pense, parce que voilà, en 2015 quand le tremplin était en train de naître, faire des startups dans le sport, mais on marche sur la tête les gars, mais qu'est-ce que vous faites, etc. et en fait non, la preuve en est, les entreprises sont là. Les entreprises sont là, elles fonctionnent, elles génèrent du chiffre d'affaires, elles lèvent des fonds, elles emploient, elles font beaucoup de choses dans le monde du sport aujourd'hui. Donc je pense que ça c'est aussi très rassurant pour les relations tripartites, mais aussi pour les levées de fonds, etc. Clairement. Et du coup, si on voulait accélérer ce processus, c'est quoi les améliorations qui seraient intéressantes de pouvoir, qui mettraient un vrai coup de boost en fait dans cette communauté, ce que moi j'appelle vraiment, pour moi j'appelle ça la communauté de la Sporttech, au sens large. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré, ou c'est quoi les leviers d'action aujourd'hui Honnêtement, il y en a plusieurs, parce que c'est normal, ça évolue. Puis la Sporttech, ça a été créé en 2019. C'était 3 entrepreneurs qui étaient ensemble, notamment du tremplin, et qui ont dit il faut qu'on se rallie pour aller plus loin ensemble et plus fort ensemble, en termes de collectif. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont évolué depuis 2019, et je pense que les leviers, chaque fois, sont différents. Mais aujourd'hui, je pense sincèrement qu'il y a un sujet réel de les startups existent, maintenant comment elles transforment. Et cette échelle-là, elle est compliquée aujourd'hui à cerner, même parce que les startups, des fois, ne savent pas. J'ai un exemple qui m'a totalement choquée. J'ai plusieurs startups qui sont venues me voir et qui m'ont dit « Mais là, c'est pas possible, j'ai fait 30 ou 35 entretiens pour une fédé avec 10 personnes différentes. Ça n'a rien abouti. Oui. Mais je pars à l'international. » Voilà. C'est ça, et franchement, je me suis dit, une seule startup qui me dit ça quand je suis arrivée, c'est peut-être un hasard. Ouais. C'est arrivé sur une mauvaise fédé à ce moment-là, elle était peut-être pas dans le bon timing. Pas du tout. Depuis que je suis arrivée, j'ai dû l'entendre, et c'est pas une blague, 5 ou 6 ou 7 fois de différentes startups pour différentes fédés. Et donc là, je pense qu'il y a un sujet où, certes, la diversité est là, les startups réussissent, mais si derrière, elles partent à l'étranger, en fait, le mouvement sportif français ils perdent ce qui peut exister pour nous, en fait. Oui. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller à l'international, parce que c'est très bien. Mais au moins qu'on soit bien implanté en France, qu'on ait bien testé, mais surtout qu'on ait bien valorisé la solution au service de nos consommateurs futurs. Ouais. Et après, à l'international. Donc je pense que ça, réellement, il y a un sujet de comprendre pourquoi en France, on n'arrive pas à se parler, ou pourquoi c'est des paquebots, ces fédérations, c'est des paquebots. Mais c'est la vérité, et c'est pas leur faute aussi, c'est des moments... Puis il y a un héritage, en fait. Il y a un héritage, je veux dire, c'est le système de ces organisations, c'est que derrière, il y a des élections qui permettent pas forcément de construire, en fait, et d'être périn sur la durée, et qu'il y a tellement des changements, en fait, tu vas dans un projet A et B, qu'il y a un problème de leader, en fait, de leadership, en fait, à travers ces fédérations. Oui, mais on n'est pas chaque année sur une élection. Donc je veux bien comprendre des fois les quelques mois avant l'élection. Il y a l'organisation aussi. Mais c'est ça, et c'est pour ça que certaines fédés montrent l'exemple.
Et on est très content parce que des fédés sont à fond dans l'innovation, ils lancent des projets et ils montrent le chemin. Voilà. Mais le CNOSF continue aussi à travailler dessus et on essaie de travailler sur des référents innovation dans chacune des directions parce que moi je travaillais à la fédé de foot avant le COJO au département innovation. D'accord. Et on était référent innovation. Et donc on avait nos collaborateurs de chaque fédé, on se retrouvait au CNOSF. Là, il y en a de plus en plus de référents. Mais je pense qu'aujourd'hui, ils n'ont pas cette méthode qui ont été développées aussi pendant les Jeux, de modèles comment le lancer en interne, avoir ses poils à gratter dans chacune des directions pour travailler. Et ça, c'est un sujet plus global qui, je pense, avec le CNOSF, on les aide, donc on va y arriver, on est vraiment sur un bon levier. Mais ça, c'est un travail pour nos startups parce que sinon, elles ne vivent pas. Enfin, c'est un cercle... D'accord. Tu veux rajouter quelque chose, Omar ? De toute façon, je pense que pour que ça s'améliore aussi, ce que peut faire la Sportec, c'est effectivement, c'était parti même en dehors de, on va essayer de grandir ensemble, c'est essayer de communiquer ensemble. En fait, l'idée de base, quand c'était MPG et... Martin, Gatien, Nizar. Oui, Gatien et Nizar, je pense. Ouais. Donc, Trédemi et Sportirose, qui se sont dit, on va essayer de s'adresser entre startups aux journalistes. Un peu mieux que ce qui se fait à date. Et aujourd'hui, il y a un soutien de la part du ministère, de certains partenaires, etc. Je pense aussi l'étape d'après, c'est comment optimiser ce service d'adresser des grands groupes, d'adresser des investisseurs, d'adresser des fédés, parce que c'est normal que ça, au début, c'était une idée qui n'apportait pas d'argent, qui ne générait pas d'argent. Là, il y a de la subvention, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'ils peuvent faire. L'étape d'après, c'est parce que les subventions, en dehors du côté contexte économique, même en général, on l'avait vécu au tremplin également. Au début, on avait des subventions de la mairie de Paris, du ministère des Sports, du CNOSF. Et petit à petit, ces subventions sont devenues des financements avec une contrepartie de l'autre côté. Donc, en fait, la Sportec doit évoluer selon les besoins de ses membres également, et ça va se faire naturellement. Communication, quelques services, et puis les services vont croître. Au début, c'était vraiment entre eux, et là, ça se structure, et j'ai aucun doute que ça va continuer dans cette direction-là. Yes. Je vais vous poser une dernière question pour clôturer cette première mi-temps. On sait qu'en 2030, on va avoir les Jeux Olympiques d'hiver. Il me semble qu'il y a une passionnée de sport d'hiver ici, je ne citerai pas de nom. Par rapport, toujours dans la continuité de notre thématique sur l'innovation, ça allait peut-être que oui, peut-être que non, vous n'allez pas participer à cette organisation pour 2030. J'ai envie de dire, c'est quoi aujourd'hui les leçons de 2024 que vous avez envie de tirer, que vous avez envie de partager pour les prédécesseurs qui vont prendre le relais en 2030, sauf si c'est vous, bien entendu. Ou même, je vais vous poser la question différemment, c'est quoi les conseils, c'est quoi le verbatim que vous auriez aimé avoir pour préparer en fait 2024 ? Tu veux aller je pense que nous, ce qu'on a eu était déjà très bien, dans le sens où on avait... Ça ne veut pas dire que ça ne pouvait pas être mieux, mais je veux dire c'était très bien, dans le sens où déjà Étienne Taubois, le DG, soutenait complètement cette démarche, Tony Estanguet soutenait complètement cette démarche. D'accord. Donc ça aide, quand on a le DG et le président qui sont... qui veulent que ça avance. Généralement, c'est plus simple quand on fait des réunions internes. D'accord. Pour être tout à fait transparent. Donc, on a très vite clarifié que l'intégration d'innovation, c'était pas pour faire joli, c'était pas des éléments de communication, mais qu'il y avait des résultats attendus derrière. Okay. En fait, si Alpes 2030 veulent entreprendre quelque chose de similaire, pas exactement la même, parce qu'il faut adapter à la nature de ce comité, à la nature des sports en question, à la nature de saisonnalité, plein de choses. Il faut qu'ils se mettent d'accord sur le fait que il faut dissocier l'innovation comme un instrument de communication. D'accord. Et ça, on a réussi à très bien le faire chez Paris 2024, et je suis très content que ce ne soit pas juste un outil pour la partie
communication. Mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux? C'est maintenant que les résultats sont là pour les Jeux de Paris, peut-être se dire, ok, en fait, on peut allouer plus de temps, de ressources, d'énergie et de financement à cette cellule parce que c'est prometteur. Je pense qu'il faut... Enfin, c'est un processus qui est long, c'est un processus qui est assez incertain, des fois, dans les résultats que ça donne. Mais je pense qu'entre ce qui ressort des 10 dernières années avec les acteurs qui sont aujourd'hui dans la Sport Tech, mais aussi les résultats qu'on a pu avoir pendant les Jeux, mais aussi ce qu'a pu faire les différents clubs sportifs, fédérations, organisateurs de grands événements, je pense qu'on peut se dire avec un peu plus de sérénité que investir dans l'innovation n'est pas une très mauvaise idée, en fait. Bien le contraire. Au contraire, on est d'accord. Enfin, moi, de toute manière, je veux dire, l'innovation, elle est sur différentes formes et une entreprise qui n'innove pas, c'est une entreprise qui va mourir. Et ça vaut pour chaque secteur d'activité, chaque organisation. Tu veux compléter, Claire? Oui, en fait, je suis évidemment hyper alignée avec ce qu'a dit Omar, mais en plus de ça, en côtoyant maintenant un peu plus 2030 grâce à la Sport Tech, notamment quand je parlais de la Solidéo 2030 avec qui on a parlé, qui était très ouvert, qui ont une personne, un directeur qui va être dédié aussi au développement et à l'innovation, mais on commence déjà à mettre des petites billes. Côté comité déjà du COJO, vraiment, je m'étais dit, ça te coûte rien, Claire, d'envoyer un message à Cyril Linette sur LinkedIn en lui disant, voici ce qu'on a fait en innovation. Juste, si un jour vous êtes dans le métro, passez sur l'Observatoire des innovations qu'on a créé ensemble pour répertorier toutes les innovations des Jeux. Lisez-le, imprégnez-vous et voyez ce que vous en faites. Dès que vous pouvez, vous prenez pas la tête. Et il m'a répondu. D'accord. Et c'était incroyable. Il m'a dit, l'innovation, elle est prise en compte. Et donc, je me dis, il y a déjà cet enjeu, j'espère à l'image d'Étienne Taubois, d'avoir la même idéologie de l'innovation, pourquoi elle peut me servir dans mon COJO. Et ça, c'est sur le point de vue structurel que c'est pris en compte. Et je pense que l'autre côté de l'innovation, pour ces Jeux de 2030, il faudrait le penser une grande partie en héritage. D'accord. Contrairement peut-être à P24 où c'était beaucoup sur le jour J et en plus après il y a eu des héritages et là c'est mon point de vue personnel mais je pense que 2030 on a tellement d'enjeux sur la montagne, sur le changement des pratiques, sur le ski, c'est peut-être pas le même ski demain et en fait c'est grâce à ces jeux, parce que c'est pas les jeux en eux-mêmes, c'est toujours l'engouement qui se passe avec ces jeux que tout le monde s'excite et on fait des choses. Et bien ça, je pense que c'est une innovation à essayer de penser différemment et lancer des projets, des produits, des solutions qui peuvent être expérimentés ou mises en place en amont des Jeux, pendant, et que ça reste après, au service des locaux. Et j'ai un exemple incroyable que vous me posez la question là aujourd'hui, parce que j'étais ce week-end à Annecy pour la Fédération française de ski, où on était en hackathon pendant 48 heures, où on a développé la question comment 2030 peut être une opportunité pour la Fédé Ski et ses membres et ses montagnes. Ok, d'accord. Et typiquement, on a travaillé pendant entre 24 et 48 heures sur ces sujets-là, avec un grand oral le dimanche, où on a proposé des solutions. Yes. Et une des solutions que je peux vous partager, ça vous donnera peut-être une petite idée, c'est que la Fédé de ski essaye de se dire comment on arrive à travailler sur différentes pratiques dans un club de ski alpin. Parce qu'aujourd'hui, les clubs de ski, les licences, elles baissent. Elles stagnent et elles baissent. D'accord. Et en fait, grâce à ces jeux, peut-être qu'il y a des innovations à mettre en place que le COJO pourrait à la fois mettre en place ou initier à travers des fonds de dotation qui peuvent, ou des subventions mis en lumière. Et là, le projet, c'était de lancer, en tout cas ce qu'on a réfléchi, ça se fera appel, projet interfédéral entre une fédé de ski, qui serait leader, une fédé d'athlètes, une fédé de cyclisme, par exemple, et une fédé de montagne et escalade. Yes. Et bien en fait, vous créez un projet interfédéral et vous vous dites que cette pratique, elle peut être quadrithlon, imaginons. Et le ski, aujourd'hui, quand vous arrivez en septembre, alors surtout pour les montagnards, vous avez l'événement associatif. Vous savez, vos enfants, vous allez voir quel sport je vais mettre mon enfant. C'est ça. Sauf qu'en fait, souvent, une licence, il a envie, l'enfant, d'être de septembre à juin. Oui. Qui va prendre une licence de ski qui sera de décembre à février? Ouais, Personne. Ouais. Donc, ils perdent des licenciés.
Et là, grâce à ces jeux, est-ce qu'il n'y aurait pas ce moyen d'innover d'une autre manière et de créer peut-être une nouvelle discipline où tu fais du trail et du VTT quand c'est le semi, automne ou printemps, et tu travailles sur ça. Et ça, je pense que ce COJO, en ayant peut-être un département innovation qui ne soit pas seulement sur de la tech, produits, solutions, mais qui pense aussi différemment, ça peut être une manière d'évoluer l'innovation entre 24 et 30, mais qui de base restera le même enjeu, penser demain et lancer des nouvelles initiatives. Quoi. Yes. Ouais, puis c'est une cible, les personnes qui habitent à la montagne, c'est des sports qu'ils pratiquent, je pense, différemment tout au long de l'année. C'est les 4 saisons. Pour connaître des personnes qui vivent à Val Thorens, choses comme ça. Ils font beaucoup de vélo l'été, beaucoup d'escalade, et puis après c'est le ski. Ouais, c'est vrai que ça et donc pour garder les licenciés, pour que c'est fédé, parce que c'est un cercle vicieux. Hein. Si les fédés n'ont plus le licencié, le prix baisse, et donc les startups n'ont pas. Enfin, tout est lié. Hein. Donc là, il faut essayer de repenser, parce que la pratique, les codes de consommation changent. Et donc, est-ce que ces jeux-là ne seraient pas le tremplin pour lancer... Alors, c'est pas simple, projet interfédéral. Alors là, on se lance. Déjà, une fédération, c'est compliqué. Mais si on n'a pas d'ambition quand tu as des jeux, tu le feras jamais. Bien sûr. Clairement, c'est un levier d'action. C'est un événement et là pour être un catalyseur. Yes. Eh bien, écoutez, on va clôturer cette partie et on va passer à la dernière partie de l'épisode.